Merci à vous. Michel, on vous écoute. Merci. Bonjour. On dirait le Zénith. Bienvenue dans le monde de l'imprévisible. Juste une précision avant de commencer. Je vais accompagner ce que j'ai à vous dire de résultats d'une étude que j'ai faite en janvier 2012 avec l'Institut Lamelight, qui est une étude sur les entreprises et l'imprévisible. Quel constat, quelle posture, qu'est-ce que ça change pour elles. Donc, c'est janvier 2012, c'est une étude fraîche, fraîche, comme le dit mon poissonnier sur le marché, et je vous donnerai des résultats tout aussi frais. Alors, je commence, je rappelle ce que disait M. Trichet lorsqu'il a quitté la BCE en juin-juillet 2010. Juin-juillet 2010, c'était l'an dernier. Non, c'était en 2011, pardon. Il disait « Nous vivons tous des intempéries, nul n'échappera aux intempéries ». Alors, dit autrement par rapport à ma courte introduction sur l'imprévisible aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que nul n'échappera à l'imprévisible. Et là, le décor est planté. Il est sévère, mais c'est celui-ci. Et c'est celui-ci parce que nous sommes tous concernés, alors quelle que soit notre position dans l'entreprise, par ce sujet qui est l'imprévisible et ses conséquences. Alors, d'ailleurs, le premier chiffre qui m'aide à planter le décor, en quelque sorte, c'est 61% des entreprises. Donc ça vient de l'étude toute fraîche dont je vous parlais. 61% des entreprises pensent que l'imprévisible devient le défi numéro 1 à affronter désormais. Alors, j'insiste tout de suite sur un point qui n'est pas anodin. Il peut le paraître, mais il ne l'est pas. C'est qu'il est nécessaire de qualifier le monde. Qualifier le monde, c'est-à-dire dire le monde a changé et ne sera jamais plus comme avant, phrase qu'on a lue et entendue 10 millions de fois. Ce genre de phrase, c'est totalement transparent, c'est totalement translucide, c'est inintéressant au possible, mais surtout, ça ne nous indique en rien le défi que nous propose le monde. Et par voie de conséquence, ça n'indique rien aux entreprises sur la façon dont elles doivent agir par rapport au mouvement du monde. Donc, imprévisible, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est précis, ça qualifie le monde d'après, comme on l'appelle, et le défi qu'il nous propose, c'est-à-dire l'imprévisible. Alors, les caractéristiques des événements imprévisibles, c'est qu'en fait, ils ne sont pas cloisonnables, à la différence des petites crises qu'on a vécues dans le passé. En fait, ils mélangent des choses diverses, comme pour former des espèces de bombes artisanales qui vous explosent comme ça en pleine figure et qui vous laissent complètement ébahis, démembrés, déambulés, je ne sais pas comment on peut dire, mais enfin, totalement désarçonnés. Et donc, la première phrase qui nous vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, prenez l'exemple du Concordia, par exemple, pour illustrer ce mélange des choses. C'est typique. Alors, c'est le mélange d'une croyance, d'abord, c'est-à-dire celle d'un bateau, paraît-il, insubmersible, tellement il est gros. 2, c'est un capitaine alcoolisé. 3, il donnait une leçon de conduite de bateau à une jeune femme qui était dans sa cabine. Ensuite, il se balade à 75 mètres du rivage, ce qui est totalement interdit. Un brave rocher se promenait par là pour rentrer chez lui se coucher. Eh bien, il déchire la coque du bateau. Le bateau penche à 75 degrés. Inadaptation des exercices de sécurité sur les bateaux de croisière qui habituellement font leurs exercices de sécurité par temps calme, mais jamais quand un bateau penche, évidemment. Donc on ne sait pas comment faire quand il penche. Et plus un équipage composé de Russes, de Philippins, de Roumains, d'Allemands, de Français qui ne comprenaient rien, ce que le capitaine hurlait dans son micro. Et voilà. Et en plus, il est parti et ça fait 37 morts. Alors voilà, typiquement... j'ai choisi ce cas parce qu'il est typique, mais voilà, les choses s'interconnectent les unes dans les autres et ça forme des choses incroyables, impensables, et on ne sait pas comment réagir par rapport à ça. Je pourrais écrire quasiment un bouquin de 200 pages sur le sujet en listant tous les petits événements imprévisibles qui sont arrivés pendant un an. Alors pourtant, jusqu'alors, ce qu'on peut dire, c'est que les évidences étaient là, c'est-à-dire que nous étions dans un terrain connu, codifié, planifié, réglé par une sorte de pendule qui donnait du temps au temps. Les entreprises et les marques roulaient sur des autoroutes en vitesse automatique, dans des limousines avec des panneaux indicateurs. Bon, tout allait bien, mais désormais, avec l'imprévisible, le sujet est différent, c'est-à-dire que le chemin des marques et des entreprises devient faire le Paris-Dakar. Et là, tout est imprévu, imprévisible, puissance 1000. Donc nous ne sommes plus sur l'autoroute, mais sur des pistes pleines de pièges avec des concurrents qui surgissent dans tous les coins, des cartes routières qui sont totalement incertaines, et en plus, il faut arriver à l'étape, sinon... à l'étape dans les temps, sinon on est éliminé. Et en plus, n'oublions pas que le Paris-Dakar est une course de vitesse. Tel est le chemin des marques et des entreprises aujourd'hui, et il faut nécessairement changer de style, de conduite et avoir un nouveau code de la route. Alors,
Sur ces nouvelles pistes qui sont totalement inconnues, sur ces marchés qui sont totalement inconnus, il faut bien faire le constat courageux que les batteries de méthodes organisationnelles que nous avons apprises et répertoriées dans notre disque dur pour régler des crises avec des modes d'emploi surgelés, en fin de compte, ont plus de mal à l'évidence aujourd'hui à être efficaces dans ce nouveau contexte et deviennent totalement inadéquates, hors service, hors sujet, obsolètes. Alors oui, il est urgent aujourd'hui d'envisager de nouvelles façons de penser et d'agir, car la principale conséquence de l'imprévisible, et vous l'avez sans doute compris avec l'analogie que j'ai faite avec le Paris-Dakar, c'est qu'il détruit tout, mais alors tout ce que nous savons, nos théories, nos certitudes, nos illusions, construites pour élaborer un monde meilleur. Moi, je suis de la génération 68, et en 68, on voulait créer un monde normal, et on pensait que ça serait un monde meilleur. Mais voyons, soyons simples et honnêtes avec nous-mêmes, hein, c'est avec ce mauvais rêve, avec ces certitudes, avec ces théories, avec ces illusions que nous avons construit le monde tel qu'il est. Donc, il faut en prendre compte, et il faut être responsable devant cela. Alors, posons-nous la question courageuse, qui est la suivante. Elle est simple. Et si on repensait tout ? Et la seule, mais tout, intégralement, tout, toute notre méthode, toutes nos certitudes, toutes nos illusions, toutes nos façons de faire. Alors, la seule réponse qui vaille aujourd'hui, c'est oui, tout est à repenser. Et c'est extrêmement urgent. Nous sommes au pied du mur. On a assez dit pendant des années et des années qu'il fallait changer sans changer. On a tiré sur la corde comme on tire sur les déficits. Résultat, on est là maintenant en 2012 et on commence effectivement à se dire tiens, il faudrait peut-être qu'on change. Alors, évoquons quelques pistes de réflexion, de conséquences à propos du changement pour être concrets. Alors, si nous sommes bien d'accord pour dire que l'imprévisible entraîne des changements drastiques, des remises en cause fortes, des prises de conscience exigeantes, je voudrais commencer par le commencement et prononcer un mot capital et poser une question tout aussi capitale. Le mot, c'est volonté. Volonté. La volonté, c'est ce qui fait gagner. C'est le plus volontaire qui gagne dans les sports de compétition, dans les challenges extrêmes, on le sait, et l'imprévisible est un challenge extrême. Et donc la question capitale que je pose derrière, elle s'adresse à vous tous, elle s'adresse à moi, elle s'adresse à ceux qui sont derrière moi, c'est de dire, est-ce que nous avons une farouche volonté de changer nos façons de réfléchir et d'agir ? Et les réponses, c'est oui ou non, mais il n'y a pas de réponse au milieu. Donc, c'est oui ou c'est non. Alors, nous devons répondre tous honnêtement à cette question. Pascal Pic, pour vous mettre sur la voie, dans un splendide livre qui s'appelle « Un paléo-anthropologue dans l'entreprise », nous donne une indication à méditer. Il écrit « La seule entreprise urgente de l'homme est désormais d'avoir la volonté de se réinventer lui-même et de réapprendre. » Alors, se réinventer, précisément, ça commence par être conscient que nos théories actuelles conçues pour un monde de l'ordre prévisibles, aujourd'hui, ne peuvent plus être valables dans un monde du désordre devenu imprévisible. La conséquence est que nos théories, celles que nous avons tous en tête dans notre disque dur, sont aujourd'hui de plus en plus discutables et nos certitudes sont de plus en plus contestables. Une réponse de l'étude, 93% des entreprises disent qu'il faut s'écarter des modèles établis et envisager aujourd'hui de nouvelles façons de réfléchir et d'agir. Alors, autre piste, conséquence de la précédente. Il faut admettre aussi courageusement que nos systèmes de prévision sont totalement dépassés. Si je me réfère à Edgar Morin, il dit la chose suivante. Les prévisions ne peuvent être que fausses parce qu'elles ne tiennent pas compte des extérieurs de marché. Et que sont les extérieurs de marché ? Les extérieurs de marché, c'est des tas de choses qu'on n'analyse pas, qu'on ne met pas dans les études de prévision. C'est les maladies, c'est l'environnement, c'est la politique, c'est la météo. Bref, c'est tant de choses qui ont des influences sur les citoyens que vous êtes et que je suis, et qu'on ne prend pas en compte dans les prévisions. Donc la conclusion de Morin, elle est simple. Il dit les prévisions ne peuvent être que fausses, et notre connaissance du présent et du futur, elle est à l'état zéro. Alors, nos prévisions, ne peuvent donc être que fausses, et n'ayons pas peur d'entendre des jugements comme celui-ci, prononcés par une personne éminente comme celle-là, parce qu'ordinairement, ces gens-là ne parlent pas pour rien dire. Alors, dans ce contexte, on peut voir poindre des remises en cause extrêmement gênantes, fortes. Exemple. Que valent nos business plans à 5 ans avec des prévisions aléatoires ? Qu'est-ce qu'ils valent ? Une question. 71% des entreprises, ça c'est la réponse de l'étude, pensent que les modèles de prévision habituels sont de moins en moins pertinents et les plans de plus en plus incertains. Alors je vous rassure, bien évidemment, il ne s'agit pas de ne
plus faire de plans, mais de les faire autrement. Et pour nous mettre sur la voie, juste une citation de Jean Monnet qui disait « Il faut savoir ajuster son chemin tout en restant souple ». Alors, traduit façon Hébert, les stratégies souples ont de l'avenir. En gros, évitons de monter dans un train qui va tout droit sans s'arrêter. Autre piste de réflexion. Je me suis demandé, bien sûr, mais quels sont les fous qui travaillent dans l'imprévisible? Et comment font ces gens-là? Et alors, après avoir un peu fouillé un peu partout, j'ai trouvé les chercheurs scientifiques. Que font-ils? Comment font-ils lorsqu'ils sont devant une maladie inconnue, imprévisible? Reportons-nous au début du sida, par exemple. Et si on nous rappelait ce qui se passait? En fait, ils ne font pas de prévision, ils ne font pas de plan, ils n'appliquent pas de théorie toute faite, car pour eux, ça n'a pas de sens. Et puis, de toute façon, s'ils devaient appliquer des théories, ils réinventeraient l'aspirine ou le Viagra, enfin des choses qui existent déjà. Que font-ils alors? En fait, j'ai envie de dire qu'ils pratiquent une pensée un peu buissonnière. En fait, ils bricolent, ils essayent des choses. Le bon mot, c'est, en fait, ils expérimentent pour avoir des retours d'expérience, pour apprendre ainsi l'inconnu qui se présente à eux et pour détruire leur disque dur et en reconstruire un neuf pour aborder des problèmes neufs avec un esprit neuf. Les entreprises du web qui se sont lancées sur la toile ont bien été obligées de travailler par expérimentation. Il n'y avait pas d'historique de référence, mais je pourrais aussi parler d'entreprises hors web, type Swatch, Picard Surgelé, Boulangerie Paul, Dyson, Branson, etc., qui ont compris aussi que l'expérimentation était aujourd'hui la seule façon d'arriver à apprendre quelque chose de fiable sur les marchés. Alors l'expérimentation, ça consiste en fait à prototyper très vite l'idée et la mettre sur le marché, même imparfaite, pour obtenir vite des retours d'expérience et améliorer très vite l'idée de base. 81% des entreprises pensent que le marketing de demain sera nécessairement un marketing de l'expérimentation permanente. Et puis, un dernier exemple, qui est une conséquence d'organisation. L'imprévisible et les expérimentations qui vont avec impliquent donc des temps courts de réflexion, des temps courts de réflexion rapide, des temps courts de réaction rapide, des temps courts d'adaptation permanente, pour pouvoir obtenir, dans des temps courts, des résultats. Il faut donc désormais, au sein des entreprises, des sortes de GIGN, des sortes de Navy Seals, des forces d'intervention rapide, pour s'exercer chaque jour à réfléchir vite sur des sujets impensables. Nous serons mieux armés pour affronter l'imprévisible, qui nous oblige à vivre dans le temps réel. Alors, 93% des entreprises pensent que la rapidité de réflexion et d'exécution devient fondamentale. Alors, juste conclusion, 2 points, j'aurais pas été très long. J'avais trouvé bizarre le premier point. Il y a des peuples, vous le savez, qui avaient des dictateurs, ils leur ont dit « dégage ». Eh bien, soyez conscients que nos certitudes et surtout nos théories sont nos dictatures à nous et qui encombrent notre disque dur. Eh bien, à notre tour, on doit dire dégager nos théories et certitudes pour qu'elles laissent la place dans nos cerveaux à l'entrée de pensées nouvelles. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on dit souvent que c'est dans les crises extrêmes qu'on fait des progrès et qu'on change. Eh bien, l'imprévisible nous donne la chance de notre vie, parce que dernier chiffre que je vous annonce, c'est 85% des entreprises pensent que les événements imprévisibles seront désormais de plus en plus fréquents. Alors, vive l'imprévisible, parce que grâce à lui, nous serons forcés de changer très vite, et c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Merci. Merci à vous, Michel Hébert, d'avoir ainsi campé le décor et posé les questions fondamentales qui vont servir de fil rouge à cette session.